Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Régis Le Sommier est donc est avec nous et je voudrais vous poser d'abord, avant de parler avec Maurice, deux ou trois questions qui me paraissent importantes, Régis. Dans le livre de Buisson, Paris Match est mis en cause directement, puisqu'il dit que finalement Nicolas Sarkozy a organisé avec Paris Match ce qu'a nié totalement Rachida Dati d'ailleurs tout à l'heure. Il semble que la direction de Paris Match s'est un peu émue de ces accusations. C'est un peu ému de ces accusations dans la mesure où... je rappelle que vous êtes directeur adjoint. Oui. Moi, je me souviens très bien de cette époque et je me souviens de ce qui s'était passé puisque j'avais fait à l'époque, j'étais correspondant aux États-Unis, mais j'étais passé à ce moment-là. Il n'y avait pas, si vous voulez, l'auteur, oui, absolument, les manifs anti-CPE. À l'époque, l'auteur des photos était un photographe, Jean-Philippe Turpin, qui travaille pour une agence, l'agence Gamma. Ce photographe, on l'a eu au téléphone là, il y a pas encore longtemps. Et bon, il est allé au Champ de Mars parce qu'il y avait ces manifestations pour faire ces photos. Et jamais la direction de Paris Match à l'époque n'a été contactée pour dire venez, attention, il va y avoir de la castagne, etc. C'est juste, n'importe quoi, n'importe quoi. Tout seul, de toute façon. De toute façon, il y avait d'autres photographes. Il n'y avait pas que Jean-Philippe Turpin. En l'occurrence, ce qu'on nous on a présenté comme photos, c'est les photos de ce photographe qui n'est pas un photographe de match, qui est un photographe d'une agence à l'époque qui s'appelait l'agence Gamma. Non, mais il faut le préciser. Donc l'idée de dire on passe un coup de fil à Paris Match et puis on envoie, c'est juste, je le répète, n'importe quoi. Je reviens d'un mot avec vous, Maurice Zaffran, avec vous deux d'ailleurs, parce que vous aimez les livres. Là, il s'agit pas de littérature. Sur l'incroyable succès éditorial, j'allais dire de la galaxie Buisson, parce que finalement dans le livre on apprend qu'il voit beaucoup Éric Zemmour. Succès de librairie considérable, Philippe de Villiers, succès de librairie considérable, Patrick Buisson, succès de librairie considérable. Donc on a l'impression Valérie Trierweiler, succès de librairie considérable. Mais il y a quand même un phénomène idéologique. Il y a un phénomène idéologique extrêmement puissant. Il y a une droite identitaire tenue, entre guillemets, par Zemmour, Buisson et Philippe de Villiers, qui a aujourd'hui des thèses nettement à droite du Front National, sur toute une série de sujets. D'ailleurs, Zemmour et Buisson accusent Marine Le Pen d'être de gauche aujourd'hui. Ils le disent clairement. D'avoir été prise en main par Philippot et de l'être un parti de gauche. C'est tout à fait clair. Et c'est un courant puissant dans la société française. C'est un courant qui idolâtre Zemmour. Il faut aller dans les réunions que fait Zemmour sur Internet. C'est des salles de 1000 personnes, de 1500 personnes. Il y avait une réunion qui était prévue à Toulouse avec 100 personnes dans une petite salle. Il a refusé d'y aller considérant qu'il n'y avait pas assez de monde. Pour dire, le livre de Buisson, c'est un tout petit peu différent, parce qu'il y a effectivement une charge idéologique très à droite. Mais le livre de Buisson, il sort hier 75 000 exemplaires pour la première journée, ce qui est colossal. Le livre de Buisson, il répond à un autre besoin dans un certain public. C'est un livre qui réconforte et qui renforce les anti-sarkozystes. Là, qu'ils soient de droite ou de gauche, etc. Tout d'un coup, il y a un type qui leur dit, mais qui était son plus proche, qui leur dit... C'est la promotion des traîtres, qui leur dit, il est encore pire que tout ce que vous imaginez. Donc tout d'un coup, ça les électrise. Et il incorpore là-dedans Madame Trierweiler. En gros, les gens qui savent pas se tenir. Justement, dans le phénomène Buisson, je mettrais pas simplement le phénomène Zemmour. Je pense que le phénomène Zemmour, c'est autre chose. Le phénomène Zemmour, c'est répondre peut-être à une carence médiatique, en tout cas pour une certaine partie de la population. C'est-à-dire qu'ils vont chercher chez Zemmour ce qu'ils trouvent pas ailleurs, parce que ça correspond à leurs idées et qu'ils estiment médiatiquement ne pas être représentés. Là, effectivement, on est plus dans le registre de la vengeance, ou en tout cas des règlements de compte, et les gens aiment bien ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez raison. Moi, vous citez le livre de Philippe de Villiers. Je pense qu'il a été, à la limite, celui de Zemmour. Il y a quand même eu le buzz autour de Zemmour. Il était très médiatisé. Philippe de Villiers, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et lui-même a été extrêmement surpris des 250 000 ou 300 000 exemplaires qu'il a pu vendre de son livre, parce que effectivement, ça représente un courant dans la population qui estime ne pas avoir ailleurs ce qu'il recherche. On va revenir à la politique, mais puisque vous revenez d'Alep en Syrie, il est quand même important de parler d'une situation qui est terrible, à un moment où on a appris ce matin, il est 8h48, ça a commencé à 6h, que les Rafales étaient entrés en action contre Mossoul. Donc, d'abord, situation d'Alep, description, parce que vous êtes un des rares à en revenir, et deuxièmement, la question qu'on va traiter tous les trois, c'est celle
au fond, des conséquences de l'éradication de l'État islamique sur place? Alors, deux choses. D'abord, évacuons la question, même si elle est lourde, de l'État islamique sur la problématique d'Alep, parce que l'État islamique n'a pas de présence Absolument. Dans Alep. Il s'agit d'autres groupes qui sont tout aussi néfastes pour certains, puisqu'on a 3 groupes principaux. En gros, vous avez Jabhat Fatah al-Sham, vous avez Ahrar al-Sham et vous avez Nour al-Din al-Zinki, qui sont 3 factions très puissantes et qui sont tous islamistes pour cela. En tout cas, il y a quelques rebelles modérés, mais enfin, c'est pas la grande partie, c'est pas la majorité du genre. Et qui tient les quartiers Est d'un point de vue opérationnel, au niveau des QG, etc., c'est l'ex-front al-Nusra, donc Al-Qaïda. Ce qui ne veut pas dire que ce que j'ai vu là-bas, moi, je vais revenir sur la situation, parce que j'étais avec un photographe très expérimenté, Noël Kidu, qui a eu 3 World Press, qui est un spécialiste de l'Afrique, qui a couvert toutes les guerres, etc. On s'est retrouvé à un moment, je vous donne juste un exemple, parce qu'on a passé 5 jours, c'était extrêmement compliqué, dans le quartier kurde qui s'appelle Sheikh Maksoud, qui est un quartier qui a longtemps été en contact avec la zone rebelle, parce que les Kurdes au départ avaient plutôt pris le parti de la rébellion, et ensuite aujourd'hui sont sont alliés du gouvernement. Et dans ce quartier, parlez-moi, je vous demande pas de me regarder par excès de narcissisme, et parlez-nous, parce que là vous êtes en train de regarder la table, donc non, mais regarde. Non, mais c'est vrai que c'est émouvant tout ça. De me revenir de ce souvenir-là en particulier. On était donc sur cette route, cette fameuse route du Castellio, qui a longtemps été la route d'approvisionnement des rebelles au nord de la ville, qui a été reprise en juillet par l'armée syrienne. Et dans ce quartier donc de Sheikh Maksoud, il n'y avait pas il y avait des barres d'immeubles, et sur ces barres d'immeubles, il n'y avait pas 1 centimètre carré sans un impact. C'était incroyable. C'est le Beyrouth de la grande époque que j'ai bien connu. C'est même pire, parce qu'à un moment la pluie s'est mise à tomber, les Sukhoi sont passés au-dessus de nos têtes pour aller bombarder la partie est. Souhaitant les avions russes. Voilà, et comment Noël Kidu m'a dit c'est Grozny. Voilà, c'est Grozny. On entendait les bombes, il pleuvait. On imaginait, parce que Alep est au nord et dans quelques semaines il y aura de la neige, enfin dans peut-être 1 mois ou 2. Voilà le théâtre, voilà dans lequel voilà dans lequel vivent les gens, parce que il y a les combattants, évidemment, les Kurdes sont très organisés. Bon, ça c'est un petit quartier, mais si on doit faire, Régis, parce qu'il faut redonner la parole à Maurice, si on doit faire, Régis, un pointage exact de la situation militaire et politique qui est en Syrie, c'est-à-dire est-ce que où on en est où exactement? Écoutez, j'entendais tout à l'heure Bruno Frappa, etc. sur critiquer Poutine. On peut critiquer Poutine, mais on peut pas lui reprocher une chose, c'est qu'il a une stratégie. Et le gouvernement syrien est parfaitement aligné avec cette stratégie. La stratégie, c'est de reconquérir, en gros, ce qu'on appelle la Syrie utile, dans laquelle vivent 60% de la population, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 12 millions d'habitants, en encerclant les zones rebelles et ensuite en négociant la reddition. Avant la conquête d'Alep qui est en cours, il y a eu la ville de Daraya, qui est un des gros faubourgs de Damas, qui a subi ça. Les rebelles sont partis. Ils ont eu l'autorisation de partir au nord en bus. Le quartier d'Al-War à Homs, qui est le dernier quartier, Homs, qu'on appelait la capitale de la rébellion, le dernier quartier rebelle, a été évacué. Pareil, ils ont rejoint la zone d'Iblid, où il y a où les rebelles sont présents. La question cruciale pour Alep, c'est que si les rebelles quittent la ville, ils n'auront plus de présence urbaine. C'est-à-dire que Bachar el-Assad aura reconquis la Syrie utile, et quelque part aura gagné la guerre, parce que qu'est-ce qui va rester aux rebelles, à toutes ces multiples factions? Absolument. Mais avec toutes ces factions, il va rester une capitale provinciale qui est la ville d'Idlib, la ville de Jish al-Chougour, et puis quelques campagnes, c'est tout. Donc pas de quoi proposer un projet alternatif pour la Syrie. Donc d'une certaine façon, de facto, c'est pour ça que la situation est très dure, et c'est pour ça que les rebelles ne veulent pas quitter la ville. Et question à Maurice. Voilà. Pardonnez-moi, question à Maurice. Il était important d'avoir ce témoignage. Les rafales sont intervenues ce matin sur Mossoul. Là, on revient à l'armée islamique. Rachid Jalati disait c'est trop tard. Trop tard, c'est mieux que rien. La question qu'on se pose maintenant, parce qu'on parle de rumeurs de renforcement de précautions antiterroristes autour de l'Élysée, etc. Si on les y éradique, ça a toujours été la thèse Villepin, c'est-à-dire si on les massacre sur place, est-ce que vous avez l'impression que ici, ça va renforcer les combattants et le terrorisme? C'est la thèse de tous ceux intellectuels et politiques qui, depuis Charlie, expliquent grosso modo quand même que c'est de la faute des Occidentaux,
que le terrorisme ici, c'est parce qu'on est allé cogner là-bas. Donc c'est la reprise finalement. Un élément qui est à la fois émouvant et tragique, c'est, je me souviens particulièrement bien que l'un des assassins de Saint-Étienne de Rouvray qui a égorgé le père, très calmement, après ce qui ayant été atroce, il est allé voir la religieuse qu'il a épargnée en lui disant, mais madame, en gros, comprenez-nous, tant que vous tapez là-bas, on tuera. Voilà. C'était un témoignage dans la Croix qui était... C'est effectivement la thèse qui ne touche pas que des gens de gauche, d'ailleurs, puisqu'il y a des gaullistes, entre guillemets, qui sont célébrés, c'est la thèse qu'on appelle islamo-gauchiste, quoi. La thèse qui dit que c'est une réplique, que ce sont des pauvres, entre guillemets, qui ont été massacrés par les Occidentaux depuis la guerre d'Irak, depuis la première guerre d'Irak, et qui ne font que répondre. Si on entre dans cette logique-là, alors là, on entre effectivement dans une logique totalement folle et extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse, puisque c'est nous dire que de toute façon, il n'y a aucune solution contre eux. C'est eux qui ont la main, il n'y a aucune solution. La question, en fait, la question de frapper Daesh et de, entre guillemets, provoquer la fin du califat, parce que il y a quand même considérablement réduit. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui sont aujourd'hui concertés, entre guillemets, pour essayer, même si la question d'Alep, je l'expliquais, est différente et retarde finalement la fin de l'État islamique. On pressent quand même ce qui va se passer. Moi, je pense personnellement que, à la différence de ces idées de dire c'est nous qui avons frappé, c'est toujours la faute de l'Occident, mea culpa, etc., que le lustre du califat, le fait d'avoir pu, vous savez, dans l'islam sunnite, l'idée du califat est quelque chose d'extrêmement fort, qui a permis justement cette attraction. Si le califat tombe, si le calife n'a plus de califat, quelque part, la notoriété, il va revenir comme Al-Qaïda. C'est-à-dire, il sera un groupe, certes dangereux, avec une puissance internationale, mais plus de sanctuaire. Souvenez-vous, quand Al-Qaïda avait un sanctuaire avant le 11 septembre, c'est comme ça qu'il a pu organiser ses attentats. Et le califat, aujourd'hui, sert à l'État islamique pour de base arrière, on le sait. On va pas revenir sur la question d'Adnani et sur tout ce qui s'est passé, mais le bureau des opérations extérieures est là-bas et c'est eux qui pilotent ça. Voilà. Merci Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Maurice, votre temps de parole a été un peu renié par Régis, mais ce n'est pas tous les jours qu'un de ceux qui participent à la matinale de Radio Classique, et vous en êtes parmi évidemment les plus brillants, revient d'une région du monde martyrisée. Merci de votre compréhension, Maurice. Il est 8h56. Vous êtes bien sur Radio Classique.